pour dire bonjour à toutes et à tous, et puis vous remercier de vous lever quand même à 9 heures un samedi matin pour un thème qui mérite qu'on sorte du lit et qu'on allume son ordi ou son téléphone de bonne heure, qui est un thème important, mais quand même 9 heures un samedi matin, donc c'est courageux, donc bravo. Donc c'est un débat en ligne du Festival des idées sur les gauches européennes, et je passe tout de suite la parole à Palma parce que ces débats se font sous la forme des débats dits inversés. Donc c'est important, c'est-à-dire que c'est d'abord vous, participants, qui allez intervenir, réagir, poser des questions à nos intervenants que je vais présenter dans quelques secondes. Et donc c'est vraiment vous aussi qui faites ce débat. C'est quelque chose qui est très horizontal. Il n'y a pas une estrade, d'où la parole descendrait très verticale jusqu'à vous qui prendrez consciencieusement des notes. On construit quelque chose collectivement ensemble en ce samedi matin à 9 heures. Donc, pour ça, vous pouvez intervenir via Zoom. Alors, ce n'est pas seulement une technique, hein, les débats inversés, c'est un exercice démocratique. Donc, ça, c'est important. Et donc, tout le monde participe. Et l'idée, c'est que, bien sûr, la parole soit répartie de façon équitable et donc que personne ne se lance dans un tunnel de 10 minutes d'intervention, sans doute passionnant, mais voilà, il faut que chacun se modère pour que la parole soit bien répartie. Et je vais présenter nos intervenants, juste un mot me concernant. Donc, je suis Antoine Hardy et j'anime ce débat avec vous aujourd'hui. Et à côté, j'anime un podcast qui s'appelle 20 minutes avant la fin du monde, consacré au sujet écologique. Donc, nos intervenants qui sont avec nous aujourd'hui, donc il y a Lenny Benbara qui est fondateur du média Le Vent se lève et aussi responsable des publications dans ce jeune et dynamique think tank qui est l'Institut Rousseau. Il y a également… Bonjour, enchanté. Salut Lenny, pardon, voilà. Comme ça, tu permets qu'on te visualise, tu as raison. Il y a également Virginie Tisserand. Bonjour Virginie. Bonjour. Qui est enseignante chercheuse à Aix-Marseille et qui écrit actuellement une thèse de doctorat sur la mutation des systèmes partisans, je crois, en France. Et en Espagne. Et en Espagne, tout à fait. Ensuite, nous avons avec nous ce matin Michela Marzano. Bonjour Michela. Bonjour Antoine, bonjour à tout le monde. Qui est donc écrivaine, ancienne députée du Parti démocrate italien et aussi philosophe. Rémi Lefebvre, qui est professeur de sciences politiques à l'université de Lille 2. Alors, Rémi a des petits soucis de connexion, donc il va nous rejoindre au cours du débat et qui, disons, conduit ses recherches du côté des systèmes politiques, de la vie politique française, notamment du Parti socialiste, mais pas seulement. Et puis, nous avons enfin avec nous Lilith Verstringe, si je prononce bien. Lilith, bonjour, tu me corriges si jamais la prononciation n'est pas la bonne, et qui représente le secrétariat international de Podemos aujourd'hui avec nous. Donc, ça permettra sans doute d'avoir aussi un œil avisé sur la situation espagnole. Donc, je vous passe… Bonjour. Donc, je vous passe la parole, non pas aux invités que je viens de citer, mais aux intervenants et aux participants qui sont avec nous. Je vois qu'il y a quand même, on est une petite dizaine de personnes connectées. Je vois que Rémi vient de se connecter également, donc on va être désormais au complet. Bonjour Rémi, est-ce que vous me recevez? Bon, j'établirai le contact en parallèle avec Rémi. Est-ce qu'il y a sur ce sujet des gauches européennes des premières réactions? Je propose de répartir la parole en deux temps de 40 minutes chacun, donc 2 fois 20 minutes environ, 20 minutes de questions-interventions des participants, un gros quart d'heure en gros, et puis aussi temps équivalent pour les invités qui sont là. Peut-être un premier temps autour des constats, préoccupations, avant d'imaginer peut-être dans un second temps d'échange des perspectives pour la suite. Est-ce qu'il y a donc des premières réactions? Je sais que la première prise de parole est toujours la moins évidente, on va dire, la plus compliquée. Est-ce qu'il y a parmi nos participants des intervenants? Et je vois que Michael lève la main. Bonjour. Bon, je vais essayer de faire vite. Déjà, tout d'abord, je me suis peut-être trompé d'atelier parce que moi, je pensais que c'était sur l'éducation liée au Covid, la période Non, d'éducation liée au Covid. on Mais peut c'est parler pas grave. d'éducation en Europe, mais nous Oui, aussi. ok. Mais c'est pas grave. Alors, je vais essayer de faire vite. Concernant donc les gauches en Europe, moi, j'avais une question parce que j'ai essayé de réfléchir par rapport aux différentes séquences qui ont traversé la France, mais un peu l'Europe.
de la loi travail à aujourd'hui. Entre-temps, donc, on a vu la loi travail, on a eu, donc, il y a eu des gilets jaunes aussi, et il y a eu l'année dernière également la mobilisation, les jeunes pour la mobilisation contre le changement climatique. Et je m'étais dit que ben, finalement, depuis les années 80, on va dire, on traverse quand même une longue période je dirais, de, de, de grand abandon d'une partie de la population, et je pense notamment aux catégories populaires. Et je m'étais dit peut-être que finalement, la question sociale ou les questions sociales du 21e siècle, moi, je m'étais dit qu'on n'avait pas une seule question sociale, mais peut-être deux. C'est la question de la dignité. Dignité, à savoir le salaire, mais aussi le respect et la considération, et l'écologie. Les deux pouvant aller de pair, parce que les perdants dans le terrain de la dignité sont aussi les premiers perdants finalement dans le domaine de l'écologie. En France, je trouve qu'il y a des réponses encore timides, et en Europe, j'ai l'impression que c'est pire. Pensez-vous qu'il pourrait y avoir une gauche européenne susceptible de répondre à ces défis c'est ma petite analyse, hein, à vos ce Voilà. Merci beaucoup pour cette première question. Est-ce qu'il y a une intervention supplémentaire parmi les quelques personnes qui sont avec nous, en plus de nos invités? Je vous laisse une petite seconde pour réfléchir. Et sinon, le temps que d'autres nous rejoignent ou que d'autres questions viennent, ce que je propose, c'est que l'un de nos invités, celui qui se lance et peut-être d'autres après, formule une première hypothèse de réponse à cette question. Alors, qui, parmi vous cinq, aurait des éléments de réflexion ou de réponse à cette question? Moi, je veux bien, si personne, pour peut-être lancer. Tout d'abord, merci Michael d'avoir posé cette question et d'avoir également mis peut-être une borne historique, parce que effectivement les années 80, Margaret Thatcher, les grandes logiques de privatisation, on a eu la mutation aussi derrière de la Mitterrandie, qui ont amené finalement à instaurer ce libéralisme ou de radicaliser le libéralisme en néolibéralisme. Donc ça, c'est une question un peu plus philosophique sur lesquelles peut-être on pourra discuter. J'aimerais, quand tu parles de questions sociales du XXe siècle, je pense que… 21e siècle. Pardon ? Oui, 21e siècle. Pardon, 21e siècle, excuse-moi. Oui. Je pense que tout simplement, la gauche, entre guillemets, européenne, il n'y a pas une gauche européenne, il y en a plusieurs, puisque au sein même de la gauche, il y en a une qui a été, même après, pendant le quinquennat de François Hollande, ouvertement social-libérale, et une gauche qui s'est radicalisée, entre guillemets, la gauche radicale, avec ce que l'on peut y mettre derrière. Mais je pense que la vraie question, c'est la réduction des inégalités. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi la gauche est inaudible et brisée, c'est qu'elle a peut-être perdu, quand tu parles en fait de l'abandon des classes populaires, et puis ça fait écho aussi au rapport de Terra Nova de 2011, qui avait une vision stratégique pour les élections 2012, en se disant, en faisant un peu de sociologie électorale, voilà, les classes populaires, il faut les abandonner en gros parce qu'elles ne vont pas voter pour le PS, et il faut aller vers un petit peu une autre CSP plus dynamique, plus urbaine, qui est ouvertement libérale. Et donc, finalement, cette question sociale qui est en train de se reconstruire autour de l'écologie, avec les éléments que tu as donnés, mais peut-être n'a d'autre vocation que le grand combat de la gauche, la réduction des inégalités. Et c'est aussi parce que il y a peut-être cette position qui est beaucoup moins assumée, qu'on entend
dans les discours que les lecteurs de gauche, des fois, se trouvent perdus et on a des grands débats et des grands discours d'aujourd'hui. Qu'est-ce que la gauche? Est-ce que c'est une gauche qui assume son libéralisme et qui ne veut pas le renier parce qu'on ne peut pas faire autrement, etc. Ou est-ce que c'est une gauche qui propose un autre paradigme, une autre vision du monde? Parce que le problème étant que les gauches qui sont arrivées au gouvernement n'ont pas proposé en fait d'alternative d'un point de vue du paradigme, mais ont juste joué la carte de l'alternance. Et c'est ce qui a finalement propulsé peut-être en France l'élection d'Emmanuel Macron sous couvert d'un discours de révolution, d'un changement de paradigme. Après, on est d'accord ou pas, mais la question, c'est en fait cette crise. Derrière, il y a la question de la crise. Et la question de la crise, elle est systémique et elle est d'un point de vue du paradigme. Quelle vision du monde on propose? Est-ce qu'on a fini avec cette crise? Est-ce que cette crise, elle s'étend? Comment la gauche peut répondre et avec quelle... Alors, Virginie, là, voilà, il y a une petite coupure de son. différentes, que ce soit avec le libéralisme ou pas. Donc, pour ma part, voilà, je ne veux pas trop monopoliser le débat. Je sais que d'autres personnes vont peut-être réagir là-dessus. Bon, en tout cas, on a effectivement, la discussion ne fait que commencer, donc merci pour cette analyse. Est-ce que parmi nos invités aussi, peut-être une autre réaction avant de repasser la parole aux participants sur cette question de la dignité et du lien peut-être entre cet enjeu, ce combat pour la dignité, ce combat écologique à l'échelle européenne et peut-être des divisions ou des clivages qu'il ferait apparaître comme il y a… Mickaël, pardon, une réaction rapide. Ouais. Oui, merci. C'est pas vraiment une réaction, mais juste une précision peut-être. Par la notion de dignité, j'incluais aussi la question de l'inégalité, hein, parce que je disais, voilà, salaire, respect et reconnaissance. Et donc, à travers le salaire, c'est aussi, j'inclus aussi la dimension inégalitaire, mais pas que. Aussi la dimension morale aussi, le respect de soi qui va avec. Enfin, voilà, c'était juste pour préciser. Bien, c'est très clair. Merci de cette précision. Est-ce qu'il y a donc un invité qui souhaite réagir sur ce point et peut-être dessiner aussi des lignes de fracture? Il y a Rémi qui lève la main, Antoine. Et très bien. Rémi, avec plaisir. Merci, je ne l'avais pas vu. Rémi, Rémi, alors Rémi, il faut activer le micro qui n'est pas activé. Je ne peux pas l'activer. Et est-ce que ça marche? Super, impeccable. Ça marche? Ok. Ouais. Bonjour à tous. Désolé, j'ai pris un peu le train en marche. Moi, je voudrais réagir par rapport à ce qui a été dit. D'abord, le langage même de dignité qui m'interpelle. C'est quelque chose dont un mot qu'on entend de plus en plus, avec derrière l'idée de dignité, c'est pas simplement les inégalités sociales, il y a aussi des questions identitaires, des questions de reconnaissance, etc. Et donc là, ça me paraît poser une des grandes questions qui se posent aujourd'hui à la gauche en Europe, c'est c'est les questions identitaires de manière générale. Et aujourd'hui, on voit que c'est un défi pour les gauches européennes et pour la social-démocratie, mais pour toutes, parce que effectivement, on est passé à une question sociale qui s'est complexifiée, qui n'est plus réductible à des questions d'inégalité sociale traditionnelle ou d'inégalité de classe, et qui rend très compliqué aujourd'hui la situation de la gauche. Derrière la question identitaire, je mets la question de l'indépendantisme, par exemple, on le voit en Espagne, qui peut poser problème, la question des droits des minorités, la question des sexualités, etc., etc. On voit aujourd'hui que la gauche, elle doit embrasser des causes beaucoup plus multiples que par le passé, et ces causes, elles clivent son électorat. Elle clive son électorat. Et voilà, on parle des gauches européennes. Pour moi, un des grands problèmes aujourd'hui des gauches européennes, c'est la question sociologique. C'est-à-dire que moi, je suis assez… moi, je voudrais défendre l'idée que le problème aujourd'hui de la gauche en Europe, c'est peut-être moins une question d'idéologie
qu'une question de à qui on s'adresse, qui on défend, qui est aujourd'hui le socle de la gauche. Et on voit que dans tous les pays européens se posent à peu près les mêmes problèmes. C'est la fracture entre la frange intellectuelle, urbaine, diplômée de la gauche et la frange plus populaire, sachant qu'aujourd'hui les quartiers populaires aussi sont extrêmement éclatés. Et donc, aujourd'hui, ce qui est très compliqué à faire, c'est de tenir des classes différentes, ce que, par exemple, la droite conservatrice parfois arrive à faire. Je pense à ce qui s'est passé aux dernières élections anglaises avec Boris Johnson. Boris Johnson, donc la victoire historique du Parti conservateur en Grande-Bretagne et la défaite historique du Parti travailliste, alors même que le corbynisme pouvait être une voie de salut pour la gauche. Ça prouve que, bon, ça c'est peut-être un peu plus compliqué que ça, mais qu'avec un programme très à gauche comme celui de Corbyn, on ne mobilise pas forcément les catégories populaires. On mobilise plutôt des catégories diplômées urbaines, et c'est un petit peu ce qui se passe aussi avec la France insoumise en France, hein, même si Mélenchon a un peu rogné sur les catégories populaires, mais même avec un discours radical économiquement, la gauche ne parvient plus forcément à mobiliser des catégories populaires qui sont ou bien gagnées par l'abstention ou qui sont mobilisées par des questions nationales, des questions identitaires sur lesquelles la gauche a du mal à se positionner. Et puis, après, je ne vais pas être plus long. Ce que je voudrais dire aussi, moi, en préparant un petit peu ce débat, j'ai essayé de regarder un petit peu ce qui se passait dans les partis européens en termes d'écologie. Et ça m'a vraiment frappé. Hein. On a l'impression, là, depuis les municipales en France, qu'au fond, l'agenda aujourd'hui dominant serait l'écologie. Bon, sans doute, hein, et c'est incontestable. Mais quand on regarde ce qui se passe en Europe, du point de vue partisan, l'écologie politique n'existe presque nulle part. Hein. C'est-à-dire concrètement, en Allemagne, les Grünen, aujourd'hui, concurrencent un peu la social-démocratie. Mais en Italie, alors en Espagne, Podemos prend en charge cette question, mais en Grande-Bretagne, dans la plupart des pays européens, l'écologie n'est pas une force politique organisée. Donc concrètement, certes, il y a un agenda écologique, mais pour autant, voilà, on a l'impression aujourd'hui que l'espèce de l'écologie submergerait la vie politique ou absorberait la gauche ou serait le nouveau paradigme. C'est peut-être vrai, mais en termes de phénomène partisan, ce n'est pas vraiment le cas. Hein, et donc, ça interroge aussi sur la question des gauches. Les gauches européennes sont peut-être, en tout cas, la prise en charge de l'enjeu écologique est globalement assez faible dans les gauches européennes aujourd'hui. Merci beaucoup, Rémi. Et Michaela voulait réagir. Alors, Michaela, ton micro. Le micro. Ouais. Oui, je l'avais coupé. Oui, je l'avais coupé. Alors, moi, je voulais juste faire une petite réflexion, mais très vite, en partant de la question de Michael, mais aussi en ayant en tête les réponses qui ont été données par Virginie et Rémi. Alors, moi, je pense que Michael a très bien pointé les problèmes face auxquels nous nous retrouvons, c'est-à-dire la question de la dignité et reconnaissance d'une part, la question de l'écologie. Et je pense que la gauche, moi je parle au singulier, non pas parce que je vais réduire tout à une seule au singulier, mais parce que je pense que la gauche européenne n'est rien d'autre que la somme ou les accords que l'on peut trouver entre les différents partis de gauche qu'on retrouve dans les différents pays européens. Eh bien, la gauche n'a pas travaillé sur ces deux questions. Et quand je dis qu'elle n'a pas travaillé, signifie que la gauche, pour moi, n'est pas en ce moment-là en état de donner des réponses. Et c'est ça le vrai problème. Parce que la rupture qu'on a vis-à-vis par rapport aux gens, moi je ne parle même pas des classes populaires. Nous, en tant que gauche, nous n'arrivons pas à donner des réponses. Donc moi je pense que c'est un moment, le présent, c'est un moment de réélaboration et de reconstruction. Quel est le message que nous voulons être capables de faire passer? À qui nous nous adressons? Quels sont les mots-clés? Quelle est la pensée structurée qu'on peut avoir? Liste des questions, liste des problèmes, liste des valeurs. Parce que le véritable problème de la gauche, selon moi, c'est qu'elle a perdu de vue quelles sont les valeurs de base. Alors, évidemment, il y a la question de la dignité, il y a la question de l'écologie, mais derrière tout ça, avons-nous oublié que derrière la pensée de gauche, il y a la question de l'égalité? Or, que devient-elle aujourd'hui
l'égalité incarnée dans les discours de gauche. Ça a été rappelé tout à l'heure par Antoine quand il m'a présenté. J'étais députée du Parti démocrate quand j'étais en Italie dans l'autre législature. À la fin de cette législature, j'ai quitté mon parti parce que mon parti, tout en étant le parti de gauche, n'était plus un parti de gauche. Alors, le véritable problème, c'est ça. Si les députés quittent un parti de gauche parce que le parti de gauche n'est plus un parti de gauche, pour quelle raison les électeurs devraient suivre un parti dans lequel ils ne se reconnaissent plus parce que la question de l'égalité, derrière laquelle il y a l'écologie, la dignité, n'est plus posée, n'est plus pensée, n'est plus structurée, n'est plus présentée comme étant comment dire, la lumière qui doit guider toute une série de prises de position. Voilà, donc moi je termine là parce que c'est juste un point de départ, mais je pense qu'aujourd'hui la véritable crise de la gauche au niveau national et au niveau européen, c'est qu'il y a derrière une incapacité de structurer un discours fondé sur la valeur de gauche qui est celle de l'égalité. Merci beaucoup, Michaela. Est-ce qu'il y a une réaction sur cette incapacité disons, à s'attaquer à cette question des inégalités et à l'affaiblissement qui pourrait en résulter pour les formations partisanes? Lily, je te vois réagir. Je veux bien, Antoine, merci. Je suis très d'accord avec ce qu'a dit Michaela. Et c'est pas que l'égalité, c'est aussi les grandes valeurs même de la République française, non? Enfin, on voit dans Fraternité, qui maintenant est traduit par la gauche dans une sorte de pseudo-terme qui n'aborde pas le tout et qui est souvent utilisé comme les communs. Enfin, chez nous, on appelle ça les communs. Au lieu de dire la fraternité, on parle du commun. Peut-être parce qu'on a une sorte de peur d'aborder ce qui représente la fraternité, l'État, enfin, tout ce qui était à l'origine très clair pour la gauche. Pareil pour la liberté. C'est un terme qu'on a complètement cédé. Au moins, moi, je le vois très clairement en Espagne. L'extrême droite et la droite espagnole revendiquent la liberté en plein moment de la crise du Covid, comme si c'était un terme qui leur appartenait depuis des siècles. C'est aussi quelque chose qu'on n'a pas bien défendu. Et pour l'égalité, complètement d'accord avec toi, c'est pas devenu excusez-moi, hein, ça fait un moment que je ne parle pas français. Là. Depuis 6 mois, j'habite en Espagne et j'ai un peu de mal. Bon, pareil pour jusqu'à présent. D'accord. Et pour répondre un peu à ce que disait Michael, et aussi pour reprendre un peu le sujet du débat, c'est marrant qu'on a toujours des débats sur la situation actuelle de la gauche, les fractures et les alliances. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, non? On passe notre vie à débattre sur la situation de la gauche. Est-ce que la droite passe sa vie à débattre sur la situation de la droite? Est-ce que la gauche européenne est susceptible est-ce qu'il existe une gauche européenne susceptible de répondre à ces domaines? Donc dignité, salaire, respect, écologie. Moi, je travaille pour un parti qui, du coup, je ne serai jamais objective dans ce moment, mais pour un parti qui est né en 2014, justement parce qu'il y avait en Espagne c'était un peu la traduction électorale d'un moment où il y avait beaucoup d'austérité, beaucoup de mécontentement. C'était une sorte d'état d'esprit d'opposition aux élites de notre pays. Et le parti dans lequel je travaille est né un peu pour ça, pour redonner la dignité, remettre en place un salaire digne en Espagne. Quand on est arrivé, quand on s'est présenté aux élections européennes, il y a 6 ans maintenant, le salaire minimum en Espagne était de moins de 600 €. Depuis 6 mois, on est au gouvernement et on est en gouvernement en coalition avec le Parti socialiste. Du coup, on a 5 ministères. C'est pas grand-chose. On n'a pas les ministères principaux, on n'a pas le ministère de l'économie, affaires étrangères, intérieur, non. Mais on est au conseil de ministres et on peut quand même pousser et changer des choses. Et il y a par exemple 2 choses dont je suis assez fière. Wait. Why is there a nigger in this meeting? Alors, Michael, fuck off. C'est bizarre, je ne sais pas d'où ça vient, mais alors, soit quelqu'un a lancé une vidéo sur YouTube ou piratage. Voilà, où il y a du piratage, effectivement, entre deux discussions. On va voir de toute façon. En plus, nous n'avons pas nos micros ouverts. Bon, Lily,
vite. Tu Je peux... finis hyper vite. Il y a deux nouveautés, disons, du gouvernement espagnol dont je suis assez fière. C'est le RSA en sorte, qui est en Espagne depuis 1 mois, et l'augmentation du salaire minimum à 900 euros. Du coup, on ne peut pas tout faire, mais on peut quand même essayer, quoi. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre réaction là-dessus et sur cette tension peut-être qu'on voit apparaître entre le volontarisme, du coup, intervenant aussi comme d'autres, je me permets de poser cette question. Finalement, on a l'impression qu'il y a une substitution entre un volontarisme qui s'exercerait dans le domaine politique pour le combat pour l'égalité sociale, et un volontarisme finalement qui se manifesterait sur une question plus identitaire. Et est-ce que l'un est la substitution de l'autre, peut-être son adversaire? Comment vous percevez ça à l'échelle européenne? Parce qu'en France, quand on regarde un peu le Parti socialiste, on a l'impression que voilà, il y a ce lent déport là-dessus. Je peux me lancer pour répondre un peu aussi à ce que Rémi a dit. Oui, bien sûr. Rémi a parlé de la question identitaire en Catalogne, en Espagne, et je suis très d'accord avec lui. Enfin, je ne sais pas si c'est exactement ce qu'il a dit, mais en tout cas, ce que je pense, c'est que la question territoriale que traverse l'Espagne a complètement changé la gauche espagnole, dans le sens où quand nous on est nés, par exemple, on pouvait parler, Léni aime bien tout ça, enfin, on était une sorte de populisme de gauche dans lequel on parlait de haut en bas, enfin, nous on était ceux d'en bas contre ceux d'en haut, les clivages n'étaient plus gauche-droite, on pouvait se référencier, on aimait beaucoup se référencier à Laclos, à Mouffe, enfin, c'était, disons, la réponse du peuple contre les élites oligarchiques espagnoles. Mais bien sûr, en politique, les clivages ne sont pas fixes et tout est circonstanciel, ça dépend du contexte. Et je pense que, entre autres, une des questions qui a beaucoup influencé sur le changement de la gauche espagnole, d'une gauche populiste espagnole à une gauche peut-être plus classique, peut-être plus conservatrice, plus gauchiste en Espagne, c'est aussi cette question de le problème territorial en Catalogne, des identités, d'un moment où il fallait absolument se positionner, c'était soit constitutionnaliste, soit indépendantiste, il n'y avait pas de point intermédiaire, du coup les clivages étaient beaucoup plus fixés et tout revenait à gauche et droite. Bon, peut-être que nous on n'a pas ce problème, cette question en Espagne d'identité dans un sens où il y aurait le multiculturalisme c'est une sorte d'identité différente, ça a un rapport avec nos territoires et les différentes zones des territoires espagnols. Ouais. Merci beaucoup. Léni, comme Lilith parlait de toi et te citait dans cet échange, est-ce que tu aurais une réaction? Oui, par rapport à la question catalane en particulier. Je pense effectivement que ces enjeux identitaires peuvent avoir une importance croissante. Après, ça dépend des schémas nationaux. En réalité, on a un débat qui s'appelle « Quel avenir pour les gauches européennes ?» mais elles sont effectivement plurielles et elles s'inscrivent dans des contextes qui peuvent être totalement différents. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'en Espagne, la Catalogne a servi de levier pour restaurer l'ordre politique traditionnel. Ça a été la question qui a disons, réorganiser les débats politiques autour de… En fait, en Espagne, mais Lilith connaît très bien ça, donc en Espagne, depuis un siècle, il y a deux clivages qui se superposent. Il y a à la fois le clivage gauche-droite et il y a le clivage territorial. Et alors que ces deux clivages s'étaient effacés après l'émergence des indignés et l'apparition de Podemos, au profit du clivage au bas, c'est par la question territoriale que le clivage gauche-droite s'est restauré, paradoxalement, et que, disons, une force comme Podemos s'est empêtrée dans toute une série de contradictions parce qu'elle n'a pas su… bon, tu me diras ce que tu en penses, Lilith, mais dans un schéma aussi polarisant, Podemos était précisément la force qui tentait de tenir un peu les deux bouts, et ça n'a pas fonctionné puisqu'il fallait se positionner et que Podemos ne se positionnait pas. Donc Podemos a perdu des deux côtés, du côté de l'Espagne, du cœur de l'Espagne, disons castillane. Certains Espagnols de gauche considéraient que Podemos était pro-indépendantiste et en Catalogne et dans le reste des nations périphériques,
Podemos était considéré comme pas assez dur contre l'État central. Donc c'est le grand drame de la gauche espagnole qui est très dépendante disons, de la sociologie électorale, en particulier de ce qu'ils appellent les nations périphériques. Mais sinon, je pourrais réagir plus largement par rapport au débat qu'on a, parce que bon, moi, je fais un constat peut-être un peu... Enfin, je me centre essentiellement sur la question stratégique et électorale, et le constat que je fais est assez, et je pense, assez pessimiste, c'est-à-dire que je pense que ce qu'on appelle les gauches européennes sont assez largement en panne stratégique, que dans l'immense majorité des cas, on a soit une stabilisation post-crise de la social-démocratie, c'est-à-dire des forces social-démocrates qui ont réussi à restaurer une partie de leur espace sans être contestées sur leur gauche, soit des forces de gauche radicale qui se sont plutôt effondrées ces dernières années, un peu partout, soit l'émergence de forces écologistes, notamment dans les pays du nord de l'Europe, mais qui, pour l'instant, n'ont absolument pas le spectre électoral suffisant pour gouverner seul. Et le seul pays, il me semble, corrigez-moi si je me trompe, où l'Autriche gouverne, où les écolos gouvernent aujourd'hui, c'est en Autriche, donc avec la droite, ce qui pose aussi de nombreuses questions sur les alliances que peuvent former les écologistes. Mais de mon côté, du coup, le constat que je fais est plutôt une panne stratégique complète, avec différents ingrédients et différentes tentatives selon les pays. Mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui marche. Les gauches européennes sont de plus en plus minoritaires. Je pense que ça tient en bonne partie à ce qu'a pointé Rémi quand il parlait de divorce entre deux cœurs sociologiques et notamment entre la fraction urbaine, intellectuelle de la gauche et les classes populaires. Et à mon avis, le décrochage vis-à-vis des classes populaires s'accroît. Et je pense que l'émergence de la question écolo, malgré, enfin, je suis très écolo, c'est pas un sujet, mais l'émergence de la question écologique introduit une nouvelle fracture avec les classes populaires. Et donc, je suis assez pessimiste sur la possibilité de reconstituer et de réorganiser un espace large qui soit capable de reformer des alliances de classe partout en Europe qui assuraient une capacité de gouverner. Mais voilà, je vais m'en tenir là pour l'instant pour éviter le tunnel. Mais je pense que la question stratégique est réelle et qu'on est aujourd'hui dans le creux d'une vague où il n'y a pas de nouvelle réponse incontestable qui a été fournie en termes stratégiques. Merci beaucoup, Lénie. On reviendra, je pense, sur cette question de la panne stratégique et puis des façons peut-être de la dépasser en évitant, disons, en évitant de formuler des réponses politiques qui finalement amplifient des clivages préexistants qui sont aujourd'hui compliqués à affronter, mais c'est effectivement une grosse question. Michaela, tu voulais réagir. Oui, je voulais réagir, mais justement en revenant, parce que moi je suis parfaitement d'accord avec cette question qui est la question clé de la panne stratégique, hein. Mais aussi en reliant ce qui vient de dire Lénie à ce qu'a dit tout à l'heure Lilith. En fait, quel a été le point de départ de la crise de la gauche? C'était à partir du moment où justement on a entendu en Espagne, mais aussi très fort en Italie, la montée d'un mouvement, en Italie c'est les 5 étoiles, qui revendiquait haut et fort la nécessité de sortir du clivage droite-gauche. Et en remplaçant ces clivages-là avec les clivages haut-bas. Et c'est ça qui a, selon moi, déterminé aussi la crise de la gauche, parce que la gauche n'a pas été capable à ce moment-là de revendiquer sa spécificité. Alors moi je suis désolée, mais la différence qu'il y a entre la droite et la gauche, il est bien là. Si on essaye de faire semblant que cette différence-là n'existe plus et que désormais il y a les bas qui doivent essayer de remplacer les hauts, qui doivent s'opposer aux hauts, et même à l'intérieur de la gauche, dire il y a d'une part les intellectuels et d'autre part les classes populaires, ben, je pense qu'on va nulle part. Quelle est l'identité? L'identité de la gauche. Tout à l'heure, j'ai parlé de la question de l'égalité. Évidemment, après, à l'intérieur de l'égalité, il y a les inégalités, il y a la question de la dignité, il y a la question de la centralité de la personne, il y a l'importance aussi de la question écologique. Mais ce sont des questions que la gauche doit revendiquer en tant que question de gauche. Parce que si on n'est plus capable d'essayer d'expliquer pour quelle raison la gauche n'est pas équivalente à la droite,
Et on fait semblant que tout est pareil. À ce moment-là, c'est le populisme. Et là, tout ça est lié aussi au point de départ de la question de Michael. Il dit, les gens se sont abandonnés. Mais les gens se sont abandonnés et du coup, pour quelle raison on n'est pas voté un parti qui dit, bah, désormais, il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de droite, faisons en sorte que nous pouvons aller contre vous, moi, les autres. Et ça, c'est des discours qui ont été faits par les 5 étoiles et le cas de l'Italie, c'est le moins extraordinaire. 5 étoiles gagnent les dernières élections. Ils vont d'abord s'allier avec la Ligue, extrême droite, pour ensuite, l'année dernière, s'allier avec les partis démocrates. Du coup, c'est une composition du gouvernement à géométrie variable qui montre que tout s'équivaut. Or, c'est contre ces discours-là qu'il faut que la gauche puisse se revendiquer en tant que gauche et puisse faire en sorte de coaguler et d'attirer à nouveau l'attention des gens vers les valeurs de gauche. Donc, moi, je pense que c'est effectivement cette panne stratégique, on peut la dépasser si et seulement si on répare des fondamentaux. Merci beaucoup, Michaela. Rémi, une réaction Oui, ben alors du coup, bon, pour rebondir et faire avancer le débat, bon, d'abord, la gauche européenne, je pense qu'elle n'existe pas. Ça a été dit précédemment, mais je voudrais redévelopper cette idée-là. C'est quand même très frappant, c'est qu'il n'y a pas vraiment de débat aujourd'hui à l'échelle européenne. C'est-à-dire, par exemple, je ne sais pas, il y a eu des débats sur la social-démocratie, sur la troisième voie, par exemple, dans les années 90. Aujourd'hui, au sein de la social-démocratie, il n'y a absolument plus de débat, de confrontation idéologique. Et la gauche social-démocrate n'existe même pas au niveau européen, puisqu'en fait, elle n'a pas de stratégie collective de réorientation de la construction européenne. Au niveau des mouvements dits populistes, ça a été évoqué à l'instant, qui sont plutôt sur le reculoir aussi, parce que ça c'est aussi le fait marquant de la gauche européenne. Bon, la droitisation de la social-démocratie a ouvert un espace politique pour de nouveaux mouvements dits populistes de gauche. On a vu donc Podemos qui a eu une émergence stupéfiante, qui a en quelques mois transformé la vie politique espagnole. On a eu le mouvement 5 étoiles. Bon, il y a en France la France insoumise, mais aujourd'hui, ces mouvements, très clairement, sont en panne, sont eux aussi en panne. C'est-à-dire que concrètement, on pouvait croire un moment que le populisme de gauche allait régénérer la gauche, même si, tout en récusant le terme de gauche. Aujourd'hui, qu'elle a tendance d'ailleurs à reprendre, et elle revient à des stratégies plus classiques. On le voit en Espagne avec l'alliance de Podemos et du PSE. On voit aussi en Italie avec le mouvement 5 étoiles qui fait une alliance avec le Parti démocrate, alors que le mouvement 5 étoiles s'était construit contre le Parti démocrate. Les électeurs du mouvement 5 étoiles sont des électeurs issus de la gauche, déçus par le Parti démocrate. Bon, on voit aussi, par exemple, que tout à l'heure, j'ai évoqué Corbyn. Et là, du coup, et je partage le pessimisme de Léni, c'est-à-dire qu'on voit finalement une social-démocratie qui se stabilise, qui est finalement assez résiliente. On le voit quand même. Faut pas abandonner complètement la social-démocratie. La social-démocratie, le Premier ministre espagnol est social-démocrate. L'Allemagne, la social-démocratie est au pouvoir, d'ailleurs, dans le cadre. D'ailleurs, elle vient de nommer un leader qui est de centre droit. Donc aujourd'hui, on voit aussi le Parti démocrate en Italie qui est quand même aujourd'hui dominé par les partisans de Renzi globalement. Et donc voilà, je voudrais insister aussi sur le fait que finalement, on est à la fois dans une espèce de stabilisation de la social-démocratie, mais sans imagination, sans souffle, et on voit bien sans perspective. Et on est aussi dans une panne stratégique des mouvements dits populistes qui peinent aujourd'hui à trouver un second souffle. Alors, je voudrais aussi, pour terminer sur cette idée que la gauche européenne n'existe pas, bon, ça aussi, Léni l'a dit tout à l'heure, on voit que les configurations politiques sont extrêmement différentes. Et ce qui caractérise aujourd'hui, et ce qui est un des défis pour la gauche européenne, c'est l'extraordinaire fragmentation des systèmes partisans. Hormis peut-être en Grande-Bretagne et en Allemagne, mais dans tous les autres pays, on a des jeux politiques qui sont devenus extrêmement complexes, avec aujourd'hui une position de centralité de la gauche de plus en plus faible parce que le jeu lui-même politique se fragmente. Et ça pose un énorme problème aussi aux gauches. Merci beaucoup, Rémi. Je vois que d'autres nous ont rejoints
dans la salle Zoom. Je vois que Virginie, je te passe la parole dans une seconde, et pour dire à ceux qui nous ont rejoints, d'abord bienvenue, et puis que c'est un débat inversé, donc on attend bien sûr vos contributions et réactions, peut-être après l'intervention de Virginie. Oui, c'était pour l'idée lancée par Rémi. Quand on voit la stratégie de la France insoumise aux élections municipales, par exemple, c'est un échec. Donc, ces nouvelles formations politiques n'arrivent pas, entre guillemets, à transformer l'essai, sous couvert de dire oui, c'est un nouveau parti, etc. Alors, pour le cas de l'Espagne, c'est peut-être encore plus probant, entre guillemets, parce que Podemos, maintenant que le parti est allié au Parti socialiste, on note clairement une inflexion de la radicalité, et ce qui serait, entre guillemets, salvateur et pour la stratégie électorale et pour le positionnement du parti et pour l'avenir ne se passe pas. Je parle de la réforme de la loi électorale, je parle de la question de la monarchie, et les discours ont été faits depuis 2 ans, 3 ans, qui pourraient faire avancer en fait l'Espagne et participer aussi au renouvellement de la gauche et à l'amélioration en fait de la vie démocratique espagnole, qui est clairement à travers le système électoral conçu pour ces partis dynastiques, l'alternance entre le Parti populaire et le Parti socialiste. Le risque pour Podemos est qu'il serve au Parti socialiste à renaître. Donc, l'ingouvernabilité en fait de l'Espagne depuis ces années, alors oui, effectivement, depuis l'émergence en fait de Podemos, qui a vraiment rompu ce qu'on appelle un système bipartisan imparfait, fait que le système espagnol n'est pas fait pour absorber en fait ces nouvelles formations politiques. Alors pourquoi il n'est pas fait? Parce que le 29 janvier 2011, il y a eu un amendement qui est passé et qui stipule que les nouvelles formations, ça c'était juste avant la crise des indignés, hein, donc voté par le Parti socialiste et par le Parti populaire, mais ils ne sont pas par exemple revenus dessus. Alors que dit cet amendement? Il dit que les nouvelles forces politiques et les coalitions électorales doivent recueillir 0,1% de leurs électeurs, par exemple, dans chaque circonscription, pour pouvoir se présenter. Donc, on comprend dès lors que quand Podemos en 2014 il s'est constitué pour les élections européennes et pas tout de suite pour les élections générales en fait espagnoles, parce qu'il n'avait pas la capacité finalement d'infléchir le système partisan. Aujourd'hui, l'alliance qui est faite entre Podemos et le Parti socialiste, oui, on ne pouvait pas faire autrement. Vox a 52 députés. Donc, c'est de fait c'était l'alliance en fait de la dernière chance, et ça peut. Alors oui, Podemos arrive en fait à gouverner. Indirectement, à quel prix? Et que vont-ils vraiment faire pour changer la vie démocratique, changer la loi électorale, rendre la démocratie aux citoyens, faire ce que l'on attendait d'une gauche réformiste, populiste, radicale, européenne, comme on l'entend depuis 2014. Merci beaucoup, Virginie. Lilith, une réaction? Oui, hyper vite. Je suis d'accord avec ce que vient de dire Virginie, mais il n'y a pas que la loi électorale qui, bien sûr, c'est pas l'idéal pour nous, bien sûr. Il y a aussi toute la stratégie de lawfare et de fake news qui a eu, depuis qu'on a eu 6 députés aux élections européennes. Lawfare avec plus de 20 dénonces, je ne sais pas comment on dit, on a été pris en justice, disons. Les 20 ont été rangées dans un tiroir parce que finalement elles nous ont mené à rien, mais des fausses dénonces concernant la financiation du parti, des relations avec des histoires de corruption qui ont mené à rien, tout ça entouré de fake news de façon assez constante. Et oui, aussi on est arrivé au gouvernement dans un moment où Podemos était vraiment très fragile, pas seulement parce qu'il y avait eu la montée de Vox, mais aussi parce qu'on avait eu un débat interne assez saignant, et parce que bien sûr le Parti socialiste espagnol, au bout de compte, fait partie de la structure de la transition espagnole,
et donc de tout ce qui précède et qui vient directement du franquisme. Pour être assez clair, peut-être que je ne choisis pas très bien mes mots alors qu'on est en gouvernement avec eux, mais le Parti socialiste est républicain mais défend la monarchie. Je ne sais pas si vous avez vu que notre roi est fugué en Arabie Saoudite, alors qu'on est en train de voir tous les jours des situations de corruption. Il a pris de l'argent, il a eu des business assez douteux. Et le Parti socialiste continue de défendre. D'ailleurs, c'est le Parti socialiste qui a pacté avec le roi sa sortie du pays. Donc oui, on a plein de contradictions. On est en gouvernement avec un parti qui, lui aussi, afin de ne pas mourir, disons, parce que le Parti socialiste espagnol a eu aussi un moment assez faible, il s'est vu un peu dans la situation où ses votants lui disaient c'est plus le moment de négocier avec la droite centriste qui était Ciudadanos, c'est le moment de mettre en marche un gouvernement avec Podemos. Est-ce que notre participation au gouvernement va être utile dans les termes qu'on aimerait? On a un pacte de gouvernement qui est signé par Pablo Iglesias et par Pedro Sánchez et qui est censé avoir des lignes directrices. Mais après, par exemple, on se retrouve dans des situations dans lesquelles on avait promis une réforme fiscale pour rendre les impôts, disons, égalitaires. Non, celui qui a le plus contribue le plus. Et c'est un débat que le Parti socialiste ne veut pas mettre sur la table. On a proposé une réforme du travail qui ne va pas être non plus abordée d'ici un moment. On va voter les budgets généraux de l'État d'ici un mois et le Parti socialiste est en train de négocier aussi avec la droite pour voir à quel point ils peuvent nous boycotter, disons. Donc, je veux pas non plus monopoliser et parler tout le temps sur l'Espagne, parce que c'est vrai que je suis moitié espagnole, moitié française, même si mon français est merdique depuis 6 mois, parce que j'habite maintenant en Espagne, et je travaille depuis 6 mois au gouvernement, et je vois tous les jours les difficultés qu'on a au niveau des négociations. Enfin, c'est vraiment... Nous, on subit en première personne le non direct à toute proposition politique de gauche du Parti socialiste espagnol. Disons que tout commence par le non, et après, il y a une sorte de négociation de mois, d'heures, voilà. Donc, moi, j'ai perdu assez la confiance dans tout parti socialiste européen. Je pense que, je suis désolée pour la part qui touche à Michaela, mais bon, je pense qu'elle n'était pas contente, elle non plus. Donc, moi, j'ai l'impression que les partis socialistes en Europe devraient avoir disparu il y a un moment, et qu'ils auraient dû laisser de la place justement à les partis peut-être populistes ou peut-être plus de gauche, je ne sais pas comment les identifier, mais qu'en quelque sorte et dans quelques pays, nous, on a contribué à ce que les partis socialistes ne meurent pas. En Espagne, nous, on a contribué à ce que le Parti socialiste ne meure pas. En France, est-ce que le Parti socialiste existe encore? Enfin, voilà. Une réaction à cette question de Michaela, justement. Oui, alors d'abord, je voulais dire à Lilith, par rapport à la question de la langue, ne m'en parle pas, parce que moi, je suis, comme on peut voir à partir de mon accent, moi, j'ai appris le français en arrivant en France. Après, je suis devenue députée en Italie, tout en gardant mes cours en France. Donc, c'est un bordel dans ma tête. Et ça me rassure parce qu'en revanche, toi, tu n'as pas d'accent, donc je pense que toi, tu étais vraiment bilingue en fait au départ. Enfin, bon, bref, ça, c'était juste à marge de la question linguistique, mais qui en même temps est importante parce que ça fait partie de notre identité. Alors, revenons à la question Parti socialiste et Parti démocrate. Moi, je suis d'accord avec Lilith, c'est-à-dire les partis socialistes en France, en Espagne, Parti démocrate en Italie, ils sont en train de mourir. Ils sont en train de mourir parce que justement, ils n'arrivent pas à structurer une pensée qui puisse toucher les gens. Alors après, est-ce que la réponse est la réponse? Parlons une seconde de l'Italie, des 5 étoiles. Alors moi, je ne crois pas. Et pourquoi? Tout à l'heure, je crois que Rémi disait, on votait parti des 5 étoiles des électeurs du Parti démocrate qui n'étaient pas contents du Parti démocrate. C'est un peu plus compliqué. 5 étoiles a été voté par des gens qui venaient de la gauche, par des gens qui venaient de la droite, qui étaient mécontents et qui croyaient à la fin des idéologies. Or, je suis désolée, mais je crois que les idéologies sont toujours là. Et les problèmes de la gauche, Parti socialiste en France, en Espagne, en Italie, c'est que justement, ils n'ont pas été capables de garder leur identité. Quand il y a eu la naissance, entre guillemets, de la
social-démocratie signifie que la gauche a cédé à la droite, signifie que la gauche n'a pas été capable de garder les cœurs de sa pensée. Ça veut dire que la gauche a abandonné ses électeurs. Et ce qui a fait que, comme conséquence, il y a eu une remontée du bas contre les hauts. Mais je suis désolée, ce n'est pas les bas contre les hauts, ce n'est pas ces batailles-là qui est la bataille de la gauche. La bataille de la gauche, c'est une bataille pour faire en sorte de construire une société inclusive avec tous les problèmes que nous avons aujourd'hui. Alors après, c'est un peu différent en Italie, en France, en Espagne, comment construire cette inclusion. Donc après, il y a des spécificités nationales, mais ce n'est pas d'opposer les bas contre les hauts ou les hauts contre les bas. C'est de construire un programme qui puisse être cohérent et qui puisse faire en sorte que les électeurs qui jadis étaient des gauches puissent à nouveau s'identifier dans la gauche. Après, est-ce qu'il faut changer des noms? Est-ce qu'il faut changer des partis? Est-ce qu'il faut construire une nouvelle réalité? Ça, ce sont toutes des questions qu'il faut poser. Mais peut-être faudrait-il les poser réellement. C'est-à-dire, faudrait-il qu'en France, les partis socialistes s'interrogent, en Italie, les partis démocrates s'interrogent, pour faire en sorte de créer un mouvement, de créer un parti qui puisse faire en sorte que les gens qui sont animés par les valeurs de gauche puissent s'identifier. Parce que sinon, on se retrouve, comme en Italie, avec 5 étoiles qui peuvent à la fois faire une alliance avec l'extrême droite de Salvini ou avec les partis démocrates et sans plus savoir quel est le programme. Quel est le programme aujourd'hui en Italie du gouvernement? On ne le sait pas. Alors, d'accord, il y a eu la crise sanitaire qui a complexifié encore plus la situation. Mais quel est le projet? Moi, je considère que tant qu'on n'a pas un projet pour l'avenir qui soit clair, comment peut-on faire en sorte que les électeurs reviennent? La question est là. Merci beaucoup. Ça m'amène peut-être à vous poser une question. Il nous reste une petite demi-heure de discussion. Et après ce panorama sur effectivement les fractures et divergences au niveau européen, est-ce qu'on commence à bien en comprendre dans nos discussions? Qu'est-ce que vous voyez pour essayer de voir les liens entre la situation de ces gauches en Europe et la situation française, peut-être comme source d'inspiration qui permettrait de regarder autrement la situation française à 2 ans de l'élection présidentielle? Ça peut être des choix stratégiques en termes d'alliance, des problématiques électorales qui pourraient aider à comprendre aujourd'hui ce qui semble se dessiner sur le paysage à gauche, vraiment au sens large. Est-ce que les gauches européennes nous aideront à y voir plus clair sur le marasme électoral français? Rémi? Ma réponse, c'est non. Parce que franchement, moi, je ne vois pas beaucoup aujourd'hui d'expériences porteuses d'exemplarité pour la France. Il faut reconnaître la situation. Aujourd'hui, je rejoins ce que Denis disait tout à l'heure. Quand on regarde le paysage des gauches européennes, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut se réjouir. Parce que ce que vient de dire notre camarade de Podemos, Lilith, n'incite pas beaucoup, par exemple, à copier le modèle espagnol qui serait en fait un rapprochement entre Podemos et le Parti socialiste. Lilith est au gouvernement, il y a un choix qui a été fait de faire alliance avec le Parti socialiste et finalement, elle est très amère sur l'incapacité que va avoir Podemos de peser. Donc, de même que je reprends mon cas anglais, parce que je trouve que quand même le cas, ce qui s'est passé avec Corbyn en Grande-Bretagne est absolument passionnant. Pas passionnant et très inquiétant, parce que Corbyn, c'était quand même un scénario possible. Et là, on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir un discours de gauche. Il avait un discours très à gauche. Il a fait une campagne aux dernières législatives qui était extrêmement marquée à gauche. Et pourtant, c'est un vieux parti, le Parti travailliste, régénéré par des groupements comme Momentum. Et concrètement, c'est le plus mauvais score. Le plus mauvais score du Parti travailliste depuis un siècle. Alors du coup, ça m'amène à une grande question, moi, qui me paraît être une problématique commune aux questions européennes, c'est justement la question européenne. Parce que ça, c'est un nœud gordien aussi des gauches européennes, c'est la question de l'Europe. La question de l'Europe, on voit bien, la gauche achoppe sur cette question. Pourquoi Corbyn a perdu, c'est en partie à cause du Brexit aussi.
sa position sur le Brexit qui était extrêmement ambiguë. C'est-à-dire qu'en fait, il était pour renégocier encore le Brexit et du coup, il a déplu à la fois aux catégories populaires qui voulaient le Brexit et aux catégories urbaines diplômées qui ne voulaient pas du Brexit. Bon, on voit que la situation en Allemagne, dont on n'a pas parlé, en Allemagne, si la grande coalition, c'est aussi parce que les sociodémocrates et les conservateurs veulent défendre leur libéralisme et donc une conception de l'Europe. Donc là encore, ça fige en fait toute velléité du SPD de glisser vers la gauche bute sur l'Europe. Bon, on a vu ce qui s'est passé en Grèce, hein, on ne l'a pas dit, mais Syriza quand même a perdu le pouvoir, hein, c'est encore un parti qui a perdu, et on voit très très bien dans le cas français que un des points j'allais dire, de cristallisation du clivage entre la France insoumise et le Parti socialiste, mais aussi Europe Écologie Les Verts, c'est la question européenne. Hein. Et donc, on voit que cette question européenne, elle empoisonne les gauches européennes et qu'elle est quelque chose de relativement insoluble. Hein. C'est-à-dire, comment arriver à gérer cette contradiction, d'autant que ce qui rend, et je terminerai là-dessus, ce qui rend compliqué aussi, si la gauche européenne avait une perspective de réorientation, c'est-à-dire par exemple si les partis sociodémocrates avaient un agenda commun porté dans tous les pays de réorientation de la politique urbaine, mais ce n'est pas le cas, et même pour les partis populistes, ils n'ont pas vraiment de stratégie commune vis-à-vis de l'Europe. Hein. Et donc, du coup, on est aussi, de ce point de vue-là, dans une forme d'impasse stratégique. Et on sait très, très bien aujourd'hui que mener des politiques de gauche dans le cadre européen existant, ce n'est pas possible. Et en même temps, on ne voit pas comment il serait possible de sortir en fait de cet étau européen. Voilà, donc j'insiste là-dessus, c'est sur cette question européenne qui finalement est quand même dans tous les cas extrêmement problématique. Ouais, pardon, vas-y, Michael. Vas-y, Lénie. Mickaël, j'ai vu que tu avais levé la main, puis après je passe la parole à Lénie. Mickaël, ton micro n'est pas activé. Ok, merci. Alors oui, je voulais rebondir sur les propos de Lily, hein, c'est ça, hein, Lily, et de Rémi Lefebvre. Et ce que dit Lily, c'est très intéressant, mais c'est dur aussi à entendre, je trouve, parce que bon, moi, pour dire des choses, hein, pour être transparent, je suis militant à la Génération, parti créé par Benoît Hamon. J'étais candidat dans le 12e en fin de liste, hein, mais candidat quand même. Et puis dans le 12e, vous avez peut-être suivi, mais il y a eu pas mal de rebondissements parce que il y a eu une alliance avec Génération dès le premier tour, mais aussi avec les Verts au second tour. Et avec l'affaire Christophe Girard, cette alliance est peut-être mise à mal. On verra. Moi, je les ai vus à Pantin, les écolos, donc on va voir. Tout n'est pas perdu. Mais oui, effectivement, c'est dur à entendre parce que moi, je dis pas qu'il faut mettre fin au Parti socialiste. En tout cas, Génération, on est bien placé pour savoir que le Parti socialiste ne fait pas toujours preuve de fidélité face à la gauche et face à ses candidats pressentis. Mais en même temps, sans ce parti aussi bien ancré, malgré tout, on pourra rien faire, quoi. Donc c'est difficile les mettre à la marge, mais pour faire quoi? Parce qu'on ce sera très difficile. Et pour revenir aux propos de Rémi Lefebvre, oui, alors vous l'aviez souligné après, hein, Corbyn, le problème aussi, c'était son ambiguïté sur la question du Brexit. Il y avait aussi des questions d'antisémitisme aussi. Peut-être que ça lui a causé fortement de soucis quand même. C'est pas rien, même si moi j'ai vu ça de loin, donc je sais pas. Mais effectivement, l'Europe, c'est un enjeu très fort. Je vous l'accorde. Après, la petite chose, je me dis, qui me fait penser que tout n'est pas perdu en France, c'est que, à la différence peut-être de pas mal de pays européens, en France, il y a de fortes ambiguïtés sur la question européenne. Il y a pas mal de ressentiments, mais en même temps, la sortie de l'Union européenne et même, qu'il s'agit du Frexit ou même l'abandon de l'euro, en France, on n'en est pas là. Hein. On n'en est pas là. C'est des belles paroles de certains, mais on a bien vu comment le FN a dû se rétracter sur cette question-là. Donc, effectivement, l'Europe, c'est un vrai enjeu, mais en même temps, moi, j'ai l'impression qu'on reste quand même
un pays assez europhile. Donc, tout n'est pas perdu, je me dis, et j'espère que par rapport au PS, hein, j'espère moi, pour ma part, hein, juste que le PS parvienne à accepter sa perte de centralité et que certains partis, notamment les écolos, hein, s'ils sont amenés à prendre le leadership, eh ben, qu'ils parviennent à amorcer leur mue pour être véritablement ou pour apparaître véritablement crédible comme un parti centralisateur de gouvernement et de rupture aussi, parce qu'on en a besoin. Voilà. Merci beaucoup, Mickaël. Je passe la parole à Lénie qui l'avait demandé. Oui, je voulais réagir un petit peu à ce qu'a dit Rémi et à ce qu'a dit Michela sur l'Italie, parce que effectivement, ce que je disais tout à l'heure de mon point de vue, c'est qu'en fait, tous les types de stratégies ont systématiquement été balayés. Donc, que ce soit les options revendicatives de gauche, enfin, c'est-à-dire les options où on se présentait comme le retour de la gauche, etc., comme des forces comme Podemos, comme une force complètement transversale comme le mouvement 5 étoiles qui semblait être le modèle assez pur du populisme en Europe, c'est-à-dire capable d'articuler des choses à l'intérieur complètement contradictoires et donc des électeurs qui venaient à la fois de la gauche et de la droite, ou une stratégie telle que celle de Corbyn, où effectivement la gauche a pris le pouvoir à l'intérieur d'une grande force social-démocrate, mais où elle s'est fracassée en l'occurrence sur la question du Brexit. Vu les circonscriptions qui sont tombées dans le nord de l'Angleterre, le Labour a payé très cher le fait d'avoir l'air disons, d'effectuer un travail de sape parlementaire contre un référendum qui avait été voté 2 ans, 3 ans plus tôt. Donc ça, c'est très net et il faut le dire. Mais en ce qui concerne l'Italie, moi, j'ai un regard un petit peu différent parce que c'est un pays sur lequel qui m'est cher déjà et sur lequel j'ai un peu travaillé. Je dirais qu'en fait, le mouvement 5 étoiles, c'est quelque chose qui s'ancre hein, quand même dans une tradition en Italie qui est celle du qualunquisme, donc de uno vale uno. C'est une forme d'horizontalisme complet, articulé à ce qu'ils appellent le justicialisme, qui lui a pris l'essor à partir notamment des années 90 et disons de la fin de ce qu'on appelle le système de la Deuxième République, qui était de la Première République, pardon, qui était le champ politique italien traditionnellement organisé autour de la démocratie chrétienne et du Parti communiste italien. Ce système a été balayé à la suite de grandes révélations sur les enjeux de corruption, ce qu'on a appelé le Tangentopoli, qui a touché une part énorme de la classe politique italienne et ce qui a donné lieu à une opération en grande pompe qui est l'opération Manipulita. Et en fait, l'Italie vit encore sur le clivage organisé depuis le début des années 90. C'est-à-dire que le clivage prédominant en Italie est la question morale. Et cette question morale, c'est-à-dire la question de la probité, en particulier des politiques, a été le carburant de plusieurs formes politiques. D'abord Berlusconi, parce que beaucoup l'ont oublié, mais Berlusconi s'est présenté comme étant, en arrivant, hein, comme un entrepreneur qui, lui, n'avait pas besoin de s'enrichir en politique, donc qui n'était pas corrompu, donc il allait régénérer le système politique italien. Et ensuite, ça a été le cas avec le mouvement 5 étoiles qui a été porté précisément par cette question morale et par la centralité de l'enjeu de la corruption en Italie. Et donc, je dirais que ce que dit Michela est vrai sur, disons, la sociologie des élites du parti, où elles ont su être très malléables et très adaptables, et en fait, où leurs positions politiques ont largement varié ces dernières années. Mais en réalité, en termes de ce qui a poussé très fortement le vote 5 étoiles est quelque chose d'assez ancré en Italie et qui n'est pas arrivé purement et simplement par hasard. Si le cas italien est aussi intéressant, c'est parce que pour moi, c'est un peu l'Italie est toujours un laboratoire. Ce qui se passe en Italie a souvent lieu après en France en particulier. Berlusconi a préfiguré Trump, a préfiguré Nicolas Sarkozy à certains égards. Le mouvement 5 étoiles, on pourrait faire il y a des éléments de comparaison, par exemple, avec un mouvement extra-institutionnel comme les Gilets jaunes.
il y a des choses qui ont lieu en Italie qui, en général, se répliquent dans un pays tel que la France. Et donc, je pense qu'il est très intéressant de se pencher sur le cas italien, où aujourd'hui, on peut le dire, la gauche n'existe plus, en fait, hein, tout simplement. Elle est morte. Nicola Zingaretti, qui est le nouveau secrétaire du PD, a tenté disons, de reporter un tout petit peu le parti sur une position plus traditionnellement social-démocrate, mais en faisant un compromis permanent avec les factions rendistes du parti. Et à la gauche du PD, à tout casser, ça pèse 4%. Donc, en fait, le risque italien est le risque pour toutes les gauches européennes. Et donc, il faut réfléchir en partie à l'aune de ce qui s'est passé en Italie, de mon point de vue. Donc, moi, si je n'ai pas d'option à présenter, disons, et à dire, regardez, c'est ça qu'il faut faire ou ça qu'il faut faire, néanmoins, je pense qu'il y a des cas particuliers sur lesquels il faut s'arrêter et travailler pour éviter justement de finir, en l'occurrence, comme la gauche italienne. Merci beaucoup, Lénie, Lilith et puis Michaela. Je ne sais pas si peut-être Michaela veut réagir avant, vu que c'est Ouais. directement la question italienne. Et moi, je vais bien parce que je voulais justement réagir par rapport à ce que vient de dire Lénie. Alors, Lénie, je sais que tu aimes bien l'Italie, mais je t'assure que ces derniers 6 mois, la situation a complètement changé. Alors, 5 étoiles, uno vale uno. Ça ne vaut plus. Toutes les règles qui se sont... Non, mais toutes... Mais ça ne pouvait pas... c'était une règle qui ne pouvait pas valoir, mais là, on l'a bien vu. Donc, cette règle n'existe plus. N'existe plus la règle selon laquelle on aurait pu uniquement participer à 2 mandats. Elle vient de tomber avec la maire de Virginia Raggi, la maire de Rome, qui va se représenter pour la 3e fois. Donc, toutes les différentes règles qui s'étaient données, les 5 étoiles, sont en train de tomber l'une après l'autre. Ensuite, par rapport au Parti démocrate, moi je suis sortie, donc je répète, je ne défends pas mon parti. En fait, je faisais partie à un certain moment des frondeurs, un peu ceux comme en France qui ont donné naissance à Génération. Mais ça n'empêche que les partis démocrates restent les 2e partis. Alors, on a comme première partie la Ligue, comme 2e partie les partis démocrates, 5 étoiles, Lénie, je te rappelle, c'est 15% désormais. C'est-à-dire, ce que je disais, c'était que le PD n'était pas vraiment une force de gauche, de mon point de vue. Alors, les partis démocrates a du mal, donc il doit être repensé et restructuré. Ça n'empêche qu'il a récupéré une grande partie des électeurs qui avaient pris la fuite vers les 5 étoiles. 5 étoiles, désormais, n'a que 15%. C'est-à-dire il a été vidé d'une part par la Ligue et d'autre part par les partis démocrates. Or, le problème, c'est que désormais, la question droite-gauche, ça se représente à nouveau en Italie. Et c'est pour moi un peu inévitable parce qu'on ne pouvait pas sortir du clivage droite-gauche. Il est à nouveau là, d'où la nécessité désormais pour Zingaretti, qui est le secrétaire du Parti démocrate, de redonner du souffle au Parti démocrate parce qu'aux prochaines élections, dans 2 ans, on va se retrouver avec une droite qui va se compacter autour de Salvini et Meloni. Moi, je permets de rappeler Meloni, Alliance nationale, c'est un parti d'extrême droite néofasciste. Alors, on va avoir la grosse coalition des droites et d'autre part, il faut que la gauche soit capable de devenir une pensée alternative, une parole alternative. Parce que l'expérience 5 étoiles est morte en Italie et n'existe plus. Ça s'est complètement brisé au cours de ces derniers mandats. Ils sont au gouvernement maintenant avec les partis démocrates, mais ils ont perdu. C'est-à-dire, l'expérience est finie. Les maximums des 5 étoiles, je l'ai vécu quand j'étais au Parlement. Alors là, oui, on entendait tout le temps crier honte, au point qu'à un certain moment, je disais, mais pardon, honte de quoi ? Ça fait 20 ans que je vis en France, de quoi dois-je avoir honte? Parce qu'après, c'était devenu un affrontement très dur. Donc, c'est vrai qu'il y avait la question morale, mais même sur la question morale, les 5 étoiles sont revenus un peu en arrière. Ils ne sont plus sur les mêmes positions que jadis. Donc, 5 étoiles, c'est terminé comme expérience. À nouveau, on est face à un clivage droite-gauche avec une droite très forte, notamment sur la question identitaire, notamment contre l'Europe, mais la question de l'Europe, et comme ça je clôture, moi je ne suis pas complètement d'accord avec l'analyse de Rémi. C'est vrai que c'est un enjeu important, mais en même temps,
l'Europe a à nouveau été là face à la pandémie. Il y a des décisions qui ont été prises qu'on n'attendait pas. Et heureusement, ces décisions ont été prises pour pouvoir aider les différents pays européens en alloquant des ressources. Donc, moi, je pense que les enjeux sont différents par rapport à il y a un an, par rapport à il y a 2 ans. Et donc, c'est le moment pour la gauche de pouvoir se repenser, pour les partis démocrates, mais même pour les partis socialistes, avec Génération. Bon, Mélenchon, moi, je trouve qu'il a une attitude difficile, c'est-à-dire, moi, je ne le vois pas comme une possibilité. Mais c'est le moment pour la gauche de se repenser, de se structurer et de s'opposer en Italie à la droite et en France pour clôturer sur la France. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on puisse à nouveau se retrouver avec un quinquennat de Macron, avec tous les problèmes que nous avons eus ces dernières années, et avec une pensée qui n'est pas une pensée? Parce que, je me permets, et je termine sur ça, Macron aussi a voulu se présenter comme celui qui allait au-delà du clivage. Lui aussi, il a utilisé les langages ni droite ni gauche. Mais pour proposer quoi finalement? Finalement, pour proposer des positions qui sont ultra-libérales et donc de droite. Et c'est là la nécessité pour la gauche de se structurer et de repenser, en sachant que la question européenne, certes, est là, mais c'est un peu moins à vif, notamment parce que la prise de position de l'Europe vis-à-vis de la pandémie a été importante. Merci beaucoup, Michaela. Lilith, tu voulais réagir et puis après, j'aurai une question à vous poser collectivement. Lilith, vas-y. Juste 2 commentaires sur ce qui a été dit pour répondre à Michael sur à la tristesse par rapport à mon commentaire un peu radical, disons, sur la disparition des partis socialistes. Je parle du Parti socialiste comme structure partisane et je pense que Génération est justement la preuve, entre autres, que, comme a dit Michaela, les partis socialistes doivent se repenser, se reformer. Il y a un mois environ, je lisais, peut-être que les Français 100% pourraient me corriger, mais je lisais un sondage de l'IFOP qui disait que maintenant, au moment où le sondage a été fait, 13-14% de la classe ouvrière, des travailleurs français votaient gauche, alors qu'en 2014... Non, c'est la société française. C'est 13% des Français qui se placent à gauche sur le clivage gauche-droite. C'est encore pire. Rémi, je pense qu'elle parle d'un IFOP, pas sur l'auto-positionnement, mais sur les intentions de vote ventilées par CFP. 2022, Okay. Oui, exactement. Alors qu'en 2014, l'intention de vote à gauche, disons, qu'était entre 34-36, si je ne me trompe pas, donc réduit à la moitié, ce qui est encore la preuve que le Parti socialiste en France doit réagir. Et pour reprendre un peu le fil sur le Parti socialiste espagnol, il y a eu un moment clé en Espagne dans lequel il y a eu une sorte de coup d'État, prenez ça entre guillemets, à l'intérieur du Parti socialiste, dans lequel les grands barons, les socialistes classiques et plus âgés, disons, ont fait une sorte de déplaçage de Pedro Sánchez et ils l'ont foutu à la porte, disons, parce qu'il avait des intentions plus gauchistes que ce que le Parti socialiste espagnol attendait ou espérait. Et c'est grâce à nous, disons, et malgré moi, que Pedro Sánchez est revenu parce qu'il a fait une sorte de campagne comme quoi il était le outsider du Parti socialiste, le mec mis de côté, qui n'était pas compris par le Parti socialiste et qui, lui, représentait vraiment l'essence socialiste de ce parti. Et nous, on l'a soutenu parce qu'on pensait à l'époque que valait mieux un Parti socialiste avec Sánchez qu'avec les barons ou les dinosaures plus à droite du Parti socialiste espagnol. Sur la question de l'Europe, je pense que ça donnerait pour un autre débat, qui est un beau débat aussi, mais je suis d'accord avec Rémi. Sur les enjeux, quelle est la position de la gauche sur le sujet de l'Europe? On entend tout et rien. On entend réformer l'Europe, l'Europe des peuples, l'Europe des nations. Il y a encore ces fractures entre la gauche cosmopolite, la gauche souverainiste qui ne se résout pas. Et du coup, on se retrouve sans un projet clair pour présenter aux citoyens, aux voteurs. Et pendant ce temps, l'Europe est en décomposition et le Brexit est le grand exemple. L'Europe ne parle pas du Brexit. On essaye de se taire tous, de passer doucement à côté de ce sujet avec des fonds de relance pour pallier la crise du Covid.
alors que effectivement l'Europe est dans une crise très profonde qui devrait être sujet de débat. Oui. Merci beaucoup. On a Virginie, tu veux réagir? Oui, je voudrais juste Vas-y. dire effectivement sur la question européenne, il ne peut pas y avoir, entre guillemets, d'accord entre toutes ces formes partisanes parce que les cultures nationales européennes, et là je réponds à Rémi, sont différentes, notamment pour le cas de l'Espagne. Et effectivement, ça mériterait un débat à part entière, mais qui revient, en gros, ça date de la crise de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, où l'Europe était considérée comme la science et l'Espagne l'inconscience, et ce qui a permis en fait d'embarquer derrière l'Espagne dans la modernité. Après, il y a eu toute cette période de la dictature, mais à la rédaction de la Constitution, l'objectif était de moderniser en fait l'Espagne, et donc forcément le projet européen libéral était bien sûr vu comme quelque chose qu'il ne fallait pas contester et que les partis dynastiques ont bien évidemment en fait acquiescé. Donc d'où cette position qui est un petit peu ambiguë, même pour les nouvelles formations politiques comme Podemos, qu'ils ne pourront pas finalement avoir une même position ultra contestataire comme on peut le retrouver en fait dans d'autres formations comme en France. Et je terminerai juste avec un petit point, c'est que ces nouvelles formations politiques, que ce soit en France ou en Espagne, on voit que ce qui est à craindre en fait, c'est qu'elles servent aux partis dynastiques à renaître. On le voit en Espagne. C'est un peu le risque en fait d'être absorbé pour une renaissance en fait de la social-démocratie et du PSOE. Notamment parce que Sanchez, son discours était de se victimiser, mais de partir très à gauche et de se présenter comme un outsider, c'était aussi pour draguer les voix de Podemos, c'était une position stratégique affichée. Donc on le voit aussi pour ces nouveaux partis. Nous, par exemple, on peut parler des municipales à Marseille avec le cas du printemps marseillais, liste commune pour les municipales. Mais aujourd'hui, les listes sénatoriales, pas de liste commune, le Parti socialiste essaye d'imposer ses dinosaures, pas de liste commune non plus, pour l'instant trop envisagée pour les départementales et les régionales. Donc aujourd'hui, l'état des lieux au niveau de ces partis est que les partis que l'on connaît se servent en fait de ces coalitions électorales ou de ces nouveaux partis pour renaître. Et donc, finalement, de faire effondrer peut-être un rêve de renouvellement à la fois idéologique, partisan et de formes partisanes et de nouvelles formes de démocratie. Voilà. Merci beaucoup, Virginie. Justement, une question qui s'inscrit à la suite de vos développements. On a bien senti cette tension entre interne et externe, c'est-à-dire transformer le jeu de l'intérieur ou essayer d'en changer les règles de l'extérieur. Mais les gauches européennes ne se réduisent pas, heureusement, aux formations partisanes, même si ce sont celles-ci qui s'inscrivent dans le jeu électoral. Est-ce que vous auriez peut-être des exemples au-delà des partis politiques, donc de formations qui permettraient, par une approche activiste, finalement, de faire pression sur le jeu politique et peut-être d'en bousculer un petit peu les règles? Je pense notamment en matière d'urgence écologique. On voit bien, par exemple, le mouvement Extinction Rébellion, alors avec des réalités différentes selon les pays, joue aussi un petit peu ce rôle-là. Est-ce qu'il y a quelque chose aussi à espérer pour les gauches européennes du côté de cet activisme sur la question écologique en particulier? Rémi, ouais, bien sûr. Ouais, alors bon. Moi, je suis quand même un peu accablé. Là, ça fait 1h30 qu'on débat et je me dis que la situation est encore pire que ce que je pensais, en fait. Et je ne partage pas l'optimisme de Michela, par exemple, par rapport à l'Europe. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas un changement de paradigme du tout de la construction européenne par rapport à ce qui s'est passé sur le Covid. Genre, concrètement, c'est très conjoncturel. Je pense que ça ne remet pas du tout en cause les dogmes européens d'austérité, etc. On ne va pas engager ce débat-là, mais bon, voilà, je vois, c'est assez effrayant quand, par exemple, on voit effectivement que ça me fait très peur cette idée que finalement les partis un peu populistes régénèrent les partis du système. Je pense que c'est vraiment un scénario aussi tout à fait crédible. Bon, bref, effectivement, est-ce que le salut ne viendrait pas de l'extérieur et du mouvementisme? Moi, finalement, je pense que c'est peut-être là
ça rend plus optimiste. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, la société civile organisée, effectivement, alors à travers des mouvements comme ces dernières années, les Indignés, Nuit debout, Extinction Rébellion, finalement, on voit très très bien que le problème aussi de la gauche, c'est qu'elle est dans le système électoral, dans le système représentatif, et que finalement, et ça rend ça un peu plus optimiste, aujourd'hui, la gauche réelle, la gauche sociale, la gauche sociétale, elle est sans doute en dehors des partis institués. Et je pense aussi que c'est parce que la gauche n'a pas compris aussi que ce système représentatif-là, il fallait radicalement le mettre en cause. Et qu'au fond, dans les règles du jeu du système institutionnel, la gauche ne peut rien faire, en fait. Elle ne peut rien faire. Et donc, au fond, voilà, c'est une question que je me pose. Aujourd'hui, par exemple, quand on est un jeune et qu'on veut changer les choses, c'est sans doute beaucoup plus utile d'être dans un mouvement non partisan que dans un mouvement partisan. Et qu'aujourd'hui, les perspectives de changement, elles sont sans doute pas effectivement dans les partis politiques qui en plus ont des logiques bureaucratiques propres. Et effectivement, moi, ce qui me rend plutôt optimiste pour la suite, c'est plutôt effectivement un nouvel activisme, un nouveau mouvementisme qui de fait fait bouger les choses. Parce que je termine juste là-dessus. Les Gilets jaunes, effectivement, on a beaucoup pointé les apories des Gilets jaunes, ils ont débouché sur rien, mais c'est quand même les Gilets jaunes qui ont obtenu en France un mouvement social qui a obtenu tout ce que les partis politiques de gauche n'ont pas obtenu depuis des années, concrètement. Alors c'est un échec peut-être, les Gilets jaunes, mais en même temps, il y a eu un rapport de force qui a été construit, et ce rapport de force, ce qui s'est fait aussi par la violence, c'est pas du tout les partis politiques qui l'ont construit. Merci Rémi. Est-ce qu'il y a une réaction pour les quelques minutes qui nous restent avant de conclure? Lilith. Nous, on a eu, avec le 15e, ça a été un peu la preuve qu'a eu notre pays, comme quoi les mouvements de société civile, des organisations, les collectifs sociaux, etc., étaient une réponse assez importante et nécessaire en Espagne, parce que depuis des années, le réseau était complètement détruit. C'était assez compliqué de voir une manifestation, une grève, comme on la voit ou on les sent encore en France. À partir du 15e, donc de l'année où les Indignés sont sortis dans la rue et ont occupé les places, il y a beaucoup d'organisations qui se sont construites, de mouvements qui se sont construits en faveur d'un logement digne et contre les expulsions, en faveur de le salaire minimum, en faveur de le RSA, beaucoup de mouvements. Et il y a aussi, depuis 2-3 ans en Espagne, un gros mouvement, à part le mouvement écologique, qui, comme a dit Rémi, c'est une des... il n'y a pas vraiment de parti écologique en Espagne, parce que, même s'il existe comme tel, mais c'est vraiment des demandes qui ont été reprises par Podemos. Il y a un autre mouvement qui est le mouvement des femmes, donc le mouvement féministe en Espagne, qui est assez fort depuis des années, et qui sort dans les rues depuis le 8e. En Espagne, ça a commencé à cause d'une situation d'une situation assez désagréable et un gros débat qu'il y a eu en cause d'une violation en groupe à une fille qui était mineure. Et c'est un peu la goutte qui a fini de renverser le verre et qui a provoqué toute la situation, comme quoi ce mouvement est vraiment très fort. Et c'est aussi ces mouvements qui poussent, on le sent beaucoup, on le sent très bien en Espagne, c'est ces mouvements qui poussent le gouvernement à mener certaines réformes. Par exemple, en Espagne, on vient d'approuver une loi qui s'appelle loi de que oui veut dire oui, une loi féministe et contre les situations, les violations, etc. Et c'est pas le seul cas, il y a aussi la loi du changement climatique qui va être approuvée dans pas longtemps. Voilà, donc je pense que je suis d'accord avec Rémi que c'est plus important maintenant ces mouvements que les organisations partisanes. Alors que quand nous on a commencé au 15e dans la Plaza del Sol à Madrid, ce que nous disait la droite, c'était présentez-vous à des élections parce que vous êtes une bande de hippies qui faites que crier dans les rues. Mettez en place un parti et présentez-vous à des élections, ce sera comme ça que vous aurez une possibilité électorale quelconque. On l'a fait, on a eu cette possibilité électorale, mais je pense que c'est très important encore de maintenir un peu le pouls avec ces mouvements dans les rues. Oui. Merci beaucoup. Je passe pour la dernière prise de parole, la parole à Michaela avant de conclure, parce qu'on doit terminer à 10h30. Oui, 30 secondes. Juste pour dire que moi, je pense que l'existence de ces mouvements est fondamentale parce que ça nous donne un message. Le peuple de gauche est là. Les partis doivent sortir
de leur logique politico-politique, c'est-à-dire c'est vrai que les vieilles partis en tant que tels ne marchent plus, mais je suis aussi profondément convaincue que les modes de la démocratie représentative est le seul qui peut permettre à une démocratie de fonctionner. Donc les partis doivent accueillir les idées qu'on peut trouver manifestées par les mouvements et doit faire en sorte, en se renouvelant, de pouvoir faire en sorte que ces idées-là puissent être présentes en sortant des logiques politico-politiques, mais sans croire que les mouvements puissent remplacer les systèmes de la démocratie représentative. Merci beaucoup. Ça permet de conclure à la fois sur une question qui prolongerait les échanges. Et puis, ce n'est pas la moindre des performances de cette fin de discussion d'avoir quand même fini sur une note un peu optimiste après les constats plutôt objectifs et sombres qu'on a eu ce matin. Donc voilà, on va poursuivre toutes ces discussions pendant une journée et demie encore au Festival des idées. Donc si vous y êtes, on se retrouve à la Charité ou en ligne pour ceux qui nous suivent et suivront en distance les débats. Donc je vous remercie tous, invités comme participants, de s'être prêtés au jeu de cette discussion qui nous dit qu'à 2 ans de l'élection présidentielle française, il y a encore du pain sur la planche pour éviter des face-à-face qui nous seraient imposés ou qu'on tente de nous imposer. Donc, on va essayer encore d'ouvrir des possibles et ça en vaut largement la peine. Merci beaucoup et puis à très bientôt pour poursuivre la discussion. Salut. Merci Antoine. Au revoir Au tout le monde. revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.